côté manuscrit. Et puis, on s'est amusé aussi. Il l'avait présenté comme un vaisseau, comme un paquebot, c'est-à-dire ce qui a été fait. Finalement, on y est. Et je me souviens quand j'ai présenté il craignait qu'en ouvrant les portes... Moi, j'en garde des bons souvenirs. On s'était fait des connexions. L'essentiel, c'était les petits conseils. Les petits conseils réunissaient... Les thématiciens, c'est leur métier de sortir des idées nouvelles. Par exemple, la Vetus Latina du reste des Alpes. Qu'est-ce que tu fais là, petit mangeant? Et le tir de là. Un grand lien avec la recherche et avec les chercheurs notamment. C'était quelqu'un qui, moi, que j'ai toujours senti comme étant à mon niveau. Je parle de petit mangeur. Bonjour Monsieur Jean Lallot. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes entré à l'École normale supérieure en 1959. Nous allons d'abord commencer par évoquer, si vous le voulez bien, vos années de scolarité à l'école. Que pouvez-vous nous dire de votre choix d'entrée à l'École normale ? D'abord, bonjour madame. Mon choix d'entrer à l'école normale, c'est à peine un choix. C'est le choix du bon élève qui est guidé par le système scolaire pour aller aussi haut qu'il peut. Donc, un bon élève du secondaire qui, en plus, c'est important, a obtenu un prix de concours général, se voit guidé par des rails qui vont à l'école normale. Votre famille avait parmi ses membres des personnes qui avaient déjà suivi ce type de parcours ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas un héritier, au sens de Bourdieu. Mon père était ouvrier agricole. Ma mère était femme au foyer, comme beaucoup. Elle avait une culture un peu plus avancée, en ce sens qu'elle était allée jusqu'au brevet quand elle était jeune fille. Elle avait un petit peu voyagé à l'étranger, elle se débrouillait en anglais, donc c'était quand même pas tout à fait tout à fait le bas de l'échelle sociale, mais il n'y avait pas du tout d'universitaire dans la famille. C'était donc une évolution sociale due à l'excellence de l'élève. C'est la promotion par l'école de la République. Quel souvenir avez-vous du concours ? Je me dis, si je devais le passer aujourd'hui, j'aurais une trouille folle. Mais bon, quand on est jeune, on est jeune. On regarde devant soi. Le concours, il était dur à préparer. Et puis après, on se jetait à l'eau le jour de l'écrit. Et puis pour l'oral, on avait le sentiment de s'affronter à un obstacle qui était haut, il fallait sauter haut pour le franchir. Mais enfin, d'ailleurs, je me suis pris en 3 fois. J'ai été 3 fois admissible, et c'est la 3e seulement que j'ai été admis. Bon, donc un concours difficile. Vous avez fait vos classes préparatoires dans quel lycée ? À Louis-le-Grand. J'ai fait une hypocagne et 2 cagnes à Louis-le-Grand. Donc jusqu'à mon 2e échec au concours. Et là, j'en ai eu assez. Je me suis dit, le régime de Cagnes, mais surtout le régime de Louis-le-Grand, j'avais assez donné, alors 3 ans de suite. Donc je suis entré au lycée du Parc à Lyon, où j'ai fait mon année de BICA. Et là, l'atmosphère était moins stressante Non, parce que c'était une Cagne de haut niveau aussi. Bon, c'était la province. Les Lyonnais ne seraient pas contents. Non, c'est pas... Non, mais c'était à peu près la même atmosphère de travail. J'étais pensionnaire dans tous les cas, pensionnaire à Louis-le-Grand, pensionnaire au lycée du Parc. Et c'est une période de monacale. Quelle était l'atmosphère à l'école lorsque vous êtes arrivé en première année ? C'était un prolongement de cette atmosphère monacale, justement ? C'est-à-dire que j'étais dans une situation assez particulière parce que je connaissais bien la plupart des candidats admis au concours
ayant été à Louis-le-Grand avec eux. Parce que c'est Louis-le-Grand qui envoyait les gros contingents. Moi, je m'en étais éloigné pour 1 an, mais j'étais quand même un ancien de Louis-le-Grand. Et donc, je me suis retrouvé ici avec des bons camarades de Cagnes. Plus de Louis-le-Grand que de Lyon. Mais de Lyon aussi. Donc vous n'étiez pas dépaysé Non. de ce pas point de du tout. vue-là. Non. Vous vous retrouviez de nouveau pensionnaire. Oui, Enfin, mais pensionnaire avec des guillemets, on est Bien bon, sûr. c'est la grande liberté. Non, je n'étais pas dépaysé. Comment pouvez-vous nous décrire la vie du conscrit à l'école normale? Je ne peux pas faire une description générale de la vie du conscrit. Le conscrit que j'étais, donc ce sera subjectif et individuel, venait vouer sa première année d'école à la fin de sa licence. Quand on était en Cagnes, on passait des certificats de licence et on n'avait pas le droit, en principe, d'entrer à l'école licencié. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais bon, on s'abstenait d'avoir une licence d'enseignement complète avant d'entrer à l'école. On pouvait passer les examens d'université, avancer dans la préparation de la licence, mais il y avait un reste. Et dans le cas d'un classique comme moi, c'est-à-dire faisant des langues anciennes, le reste, c'était un certificat difficile qui s'appelait le certificat de grammaire et philologie classique. C'était de la grammaire, du latin et du grec. Un certificat redouté par la plupart des candidats et que moi, je ne redoutais pas parce que j'étais vraiment passionné. Ces choses-là m'intéressaient. Donc j'ai vraiment là appris des choses nouvelles et avec plaisir. J'y ai passé ensuite toute ma vie. Bien sûr. Et vous avez, pour terminer cette licence, vous êtes inscrit à la Sorbonne, j'imagine? Bien sûr. Et vous avez suivi les cours de qui pour finaliser Oui, cette bien licence? sûr. On suivait les cours de Sorbonne. De toute façon, l'école n'a jamais donné la totalité des cours nécessaires pour passer des examens universitaires. D'ailleurs, il y avait très peu de cours à l'école. Alors, il y en a pour les élèves, le groupe dont je faisais partie, dont je viens de parler, donc ceux qui préparaient le certificat de grammaire et philologie, il y avait un cours qui était assuré par M. Pierre Monteil, professeur à Dijon, qui était un super cours de grammaire ancienne. Donc c'était pour chauffer les normaliens. Ça nous était propre. Mais pour le reste, on suivait les cours de la Sorbonne. Très bien. Et vous avez de bons souvenirs de ces cours que vous avez suivis? Vous avez ici ou à la Sorbonne, ou en général? Les deux. Bon, il y a à boire et à manger. Bon, tous les cours ne sont pas passionnants. Mais enfin, dans l'ensemble, j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est cette année-là, en fait, avec ce certificat de licence, que vous avez découvert votre vocation. Ou si on veut, enfin, bon, je la sentais déjà. Donc c'est là, si quand même, vous avez raison, c'est là que je me suis vraiment affirmé comme grammairien. C'est-à-dire que j'ai passé et que je me suis orienté délibérément vers l'agrégation de grammaire et non pas l'agrégation des lettres. Mais il y a très très peu de postes à l'agrégation de grammaire. À l'époque, il y en avait un petit peu plus. Maintenant, c'est vraiment la peau de chagrin. Je ne sais pas combien il en reste. Enfin, bon, je ne me tiens pas au courant, n'ayant pas l'intention de la repasser. Mais c'est une agrégation particulièrement prestigieuse, justement, parce que très... Ah, ça alors, c'est vous qui le dites. Ah bon? C'est vous qui le dites parce que, vous savez, la grammaire, c'est quand même la matière humble des études littéraires. Les gens d'abord confondent la grammaire avec l'orthographe. Et par rapport à la grecque des lettres, je pense que la grecque de grammaire était plutôt perçue comme une agrègue de besogneux. De technicien, peut-être De technicien, disons technicien, c'est plus gentil. Vous n'étiez pas nombreux à passer cette agrégation, du coup? Alors, l'année où je l'ai passée, on devait être 3 normaliens. Oui. Et ô horreur, aucun n'a été le premier à la grecque. Aucun des 3 n'a été le premier. Je crois qu'on a occupé les places 2, 3, 4, mais le premier était un provincial.
Donc dans votre scolarité à l'ENS, il y avait quelques cours et le reste, vous le suiviez à l'université. Est-ce que l'année de l'agrégation, il y avait des conférences pour renforcer l'enseignement de l'école? L'année d'agrégation, c'était l'année où l'école donnait le plus de... Il y avait les cours d'agrégation. Alors là, c'est là qu'intervenaient par excellence les caïmans, qui avaient pour fonction principale, même si la chose n'était pas dite comme ça, de préparer à l'agrégation. Donc il y avait des cours d'agrég pour les normaliens à l'école normale, et auxquels étaient admis quelques auditeurs libres. Est-ce que vous pourriez nous évoquer l'origine du mot de caïman? Non. J'ai entendu Généralement, les explications sont inventées après coup, et je ne sais pas quelle est la bonne. C'était devenu un vocable de la maison, personne ne se posait plus de problème. Caïman, c'était un agrégé. Bon, le titre officiel, que je n'ai pas vu d'ailleurs dans votre papier, c'est agrégé répétiteur. Et tout le monde utilisait le lexique normalien de manière naturelle, sans... Bah oui, c'est ça l'esprit de boutique, hein, le jargon local. On l'emploie comme une langue normale. Bien sûr. Vous avez participé ou assisté à des canulars, puisque nous en sommes dans une tradition normalienne? Ouais, non, je me suis pas distingué par l'invention de bons canulars. J'ai pas été victime non plus. Ah si. Mais je pense que ça serait trop long de raconter ça, ça n'a aucun intérêt. C'est une histoire vraiment... Elle est amusante, mais je ne pense pas qu'elle ait sa place dans cette... En même temps, un bon canular, c'est toujours intéressant à entendre. Bon, je vous le raconte, vous pourrez toujours le couper. S'il vous plaît. Il y avait dans ma promotion un garçon qui s'appelle Philippe Lejeune, qui est très connu, il a fait des travaux importants, notamment sur l'autobiographie, et qui aimait bien faire des canulars, et il avait inventé ceci. Il avait écrit au chroniqueur linguistique du Monde, qui s'appelait à l'époque Robert Lebidois, qui était un homme qui avait écrit une grammaire du français, et enfin il était le titulaire de la comment on dit, de la colonne hebdomadaire sur la langue française dans Le Monde. Et Philippe Lejeune avait décidé de s'amuser aux dépens de M. Lebidois, et un peu à mes dépens, à moi aussi. Il a fait ceci, il a écrit une petite lettre très très bien tournée à M. Lebidois, signée de mon nom, dans laquelle il lui demandait de lui définir l'usage du subjonctif dans le poème d'Apollinaire « Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure ». Alors il lui dit « Qu'est-ce que c'est que ce subjonctif, la Vienne la nuit, sonne l'heure ?» Et donc, merci si vous avez de nous répondre. Et Lebidois a répondu. Et ils avaient donné comme adresse pour la réponse Bidoison et Lalo. Bidoison et Lalo. Et donc, un beau jour, Bidoison n'existait pas, évidemment, et Lalo existait. Donc, j'ai trouvé dans mon casier, un courrier, une réponse de Lebidois, qui, très, disons, avec beaucoup de conscience, essayait d'expliquer ce subjonctif. Je ne sais plus ce qu'il racontait. Et bon, alors pour conclure l'affaire, donc le jeune m'a dit, voilà, bon, on a utilisé ton nom pour rire, mais on a quand même répondu à Lebidois en ton nom. Et ils avaient décidé que ce subjonctif devait s'appeler un subjonctif foutatif, parce que vienne la nuit, on s'en fout, sonne l'heure, on s'en fout. Voilà, donc vous voyez que ça ne valait pas la peine. Oh si, c'est un joli canular. Quelle est votre géographie personnelle de l'école? Alors bien sûr, vous avez occupé des turnes. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Il y a, dans la période où j'étais élève,
J'étais pensionnaire, donc je couchais dans un dortoir. À l'époque, c'était des dortoirs. La première année, on était en dortoir. Ensuite, on avait des turnes, des chambres à habiter avec un lit. Mais quand on était en dortoir, on avait en plus une turne pour plusieurs. Et ma turne était là, elle portait le numéro 25 dans ce couloir ici, avec trois camarades. Donc ça, c'était important. C'était mon lieu de vie. Hein, c'est là qu'on travaillait, etc. Et le dortoir pour dormir. Bien sûr. Ensuite, j'étais logé dans différents endroits de l'école. Que pouvez-vous nous dire du pot ? Le pot, c'était une espèce de... C'était très ouvert. Le pot était très ouvert. Il n'y avait pas de contrôle à l'entrée, il n'y avait pas de ticket. Il y avait un repas qui était servi, évidemment, en principe pour les normaliens. Mais si les normaliens avaient une petite amie, ils pouvaient l'inviter au pot. Et ça a duré comme ça pendant un certain temps. Il y avait un coulage. Il y avait un coulage énorme. Bon, il y avait du coulage sous cette forme de grande tolérance. Nous étions chez nous, dans notre monde, et on pouvait inviter qui on voulait. S'il y avait des excès, je pense qu'ils étaient réprimés. Mais le pot, c'est évidemment un lieu important, le pot, où on se restaure. Et est-ce que c'est à l'occasion du pot, les promotions se mélangeaient, les littéraires et les scientifiques ? Ou est-ce que les tables étaient constituées d'une manière assez stable chaque année ? Les lieux de mélange étaient ailleurs. Ils étaient où ? Le sport. Le sport, ceux qui appartenaient à une équipe de sport ou même qui tout simplement assistaient aux séances de gymnastique du fameux professeur Ruffin, donc côtoyaient les scientifiques, enfin les littéraires et les scientifiques se côtoyaient dans ces différentes activités qui étaient importantes pour la vie de l'école, mais il faut y ajouter tout ce qui était autour du politique, syndical politique. On était ou on n'était pas ardent syndiqué, mais quand on l'était, ça facilitait le mélange. Et enfin, un lieu important, en tout cas il l'a été pour moi, de rencontre entre littéraires et scientifiques, c'était le groupe Tala. Le groupe Tala, j'étais très pratiquante à l'époque et j'ai eu une activité et même une responsabilité dans le groupe Tala de l'école. Et là aussi, c'était un lieu où les littéraires et les scientifiques se rencontraient. Vous nous avez dit lors de notre premier entretien que vous avez été prince Tala. Oui, je l'ai été. C'est toujours vrai. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste, être prince Tala, et comment on le devient ? Si vous voulez, on est responsable de faire tourner la petite communauté des Talas, donc des chrétiens, des catholiques pratiquants. Non, oui, des catholiques. On entretenait on était en bon terme avec les quelques protestants qui étaient là, mais ils venaient pas au groupe Tala. Donc c'était les rapports entre le groupe et l'aumônier qui venait dire la messe une fois par semaine à 7 ou 8 heures du matin dans la cave Tala. Je ne sais pas, vous avez entendu parler de la cave Tala. C'est dans les sous-sols, sous la partie direction de l'école. Il y avait des sous-sols sous toute l'école là, qui ont été plus ou moins aménagés maintenant, mais à l'époque, c'était un lieu, c'était une cave. C'était une cave, il y avait une porte qu'on fermait à clé. Le prince Tala était responsable d'ouvrir la porte à l'aumônier, de réveiller l'aumônier par un coup de téléphone pour être sûr qu'il arrivait bien pour dire la messe. Bon, voilà, et qui organisait il y avait les cours ou les conférences de l'aumônier. Enfin bon, vous voyez, faire tourner le groupe Tala, qui ne faisait pas des choses extraordinaires. Vous étiez désigné, vous portiez volontaire, ça se passait comment, cette distinction de prince ? Ça se faisait à l'amiable, par cooptation, lorsque
je pense qu'on pouvait rester... Moi, je ne sais pas si j'ai été prince plus d'1 an, peut-être 2 ans, je ne me rappelle plus. Mais quand, pour une raison ou pour une autre, et notamment pour le départ de l'école, un prince Tala disparaissait, le groupe Tala disait, il faut trouver un prince, est-ce que tu veux, est-ce que... Non, pas moi. Bon, et puis comme ça, à l'amiable. Très bien. Et ça représentait une communauté d'environ combien d'élèves dans votre souvenir? C'est comme toujours, dans ces groupes, il y a des marges qui sont un peu Bien floues. sûr. Mais le noyau des fidèles qui venaient pas tous à la messe de 7h du matin, mais pour les cours ou les conférences, les entretiens avec l'aumônier, disons, c'était de l'ordre de, je dirais, 25 élèves réguliers. Et qui était l'aumônier pendant votre scolarité? Alors, il y a eu le père André Brien. Et moi, j'ai essentiellement eu, comme prince Tala, j'ai eu affaire au père Brien. Quelle relation les conscrits pouvaient entretenir, et vous en particulier, pour rester dans un témoignage subjectif, forcément, avec les membres de l'administration, comme l'équipe de direction, comme Jean Hippolyte, par exemple? À mon avis, enfin moi c'est encore une fois c'est mon expérience personnelle, mais je pense qu'elle doit être à peu près représentative, on avait très peu de contact avec l'administration en tant qu'administration. C'est-à-dire que pratiquement il y avait un rituel quand on était admis au concours, c'est que dans le premier mois ou les 2 premiers mois, le directeur recevait individuellement tous les conscrits pour faire connaissance. Moi, j'ai donc été reçu par Hippolyte. Ça s'est passé en quelques minutes, on n'avait rien à se dire. Ah oui. Non, mais en fait, en tout cas, je n'ai rien retenu. Oui. Peut-être il m'a dit des choses très importantes que j'ai tout oublié. Bon, mais disons que je suppose que quand Hippolyte recevait les philosophes, il parlait davantage avec eux. Mais un grammairien, il s'en foutait. Non, mais c'était un homme charmant. C'était un homme charmant, mais on n'avait pas l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qu'on allait rencontrer plusieurs fois, avec qui on allait discuter de son orientation. Pas du tout. Il régnait dans un monde... Alors, il y avait des gens plus proches, c'est-à-dire le secrétaire général, qui était pour moi Pierre Poutier, et puis les Caïmans. Mais en fait, moi, j'étais à l'école, c'est-à-dire que je suivais les cours, bien gentiment, bien sérieusement, mais il n'y avait pas pour autant, disons, d'une espèce de tutorat. On a beaucoup employé plus tard le mot tutorat, disant que les élèves devaient avoir un caïman tuteur vers qui se retourner pour discuter des questions de leur orientation. On en a beaucoup parlé, mais on ne l'a pas beaucoup fait. En tout cas, moi, je me sentais pas tutorisé par qui que ce soit. Peut-être que les élèves qui avaient le plus de contact avec l'administration étaient ceux qui avaient des problèmes. Or, vous n'en avez pas rencontré. Peut-être. Oui, moi, j'étais bien rangé, là. Donc, ma scolarité s'est passée sans moment critique, sans crise. Est-ce que vous avez été en relation davantage avec Jean Prigent ? Oui, parce que Jean Prigent était en relation avec tout le monde. Il avait ce désir clair de suivre la scolarité des élèves, de connaître chacun personnellement. Ça ne donnait pas lieu à des effusions, mais chaque élève était connu de Prigent et pouvait éventuellement se prendre conseil auprès de lui. D'ailleurs, on ne savait pas exactement quel était le statut de Prigent. Je pense qu'il y avait d'ailleurs une ambiguïté là-dessus. Lorsque les nouveaux statuts de l'école ont été définis, avec un directeur adjoint, un secrétaire général, etc., on savait qui était quoi. Mais là, je crois que Prigent, d'ailleurs, ça a été une des raisons des tiraillements qu'il a pu y avoir, c'est qu'il n'a jamais été directeur et il était dans un poste où il était presque directeur.
Ah oui. Presque directeur de l'école littéraire. Pour les élèves que nous étions, on savait bien que ce n'était pas le directeur, mais comme le directeur était plutôt absent, hein, Prigent jouait ce rôle. Y avait-il des contacts entre le mien et Sévrienne? Bien sûr, mais là, si je parle personnellement, non. Non. On rencontrait les Sévriennes, par exemple, au cours de Sorbonne, mais on ne savait pas toujours si elles étaient Sévriennes. Et bon, il n'y avait pas de relation organique, instituée. Bien sûr qu'on pouvait se rencontrer, mais il n'y avait pas, a priori, on n'était pas dans un état d'esprit où on avait une espèce de correspondance. On savait qu'il y avait une école normale supérieure de jeunes filles, on connaissait quelques individus, mais sauf ceux qui fréquentaient une fille, bon, ça c'était leur affaire. Mais moi, par exemple, je n'ai pas épousé une Sévrienne, et je n'ai pas fréquenté de Sévrienne au sens amoureux du terme. Et elle ne venait pas au cours, elle ne venait pas au pot pendant votre scolarité? Ça, si, ça pouvait arriver, puisque le pot, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était ouvert à tout le monde. Alors évidemment, aux Sévriennes, de facto, pas du tout de jure. Mais oui, bon, il y avait quand même une certaine circulation où les Sévriennes avaient leur place. Mais moi, ça m'a pas... s'il y avait une Sévrienne, mais qui se trouvait être la fiancée d'un des garçons avec qui je partageais la turne de conscrits. Donc là, par... Bien sûr, par ricochet. Par ricochet. Nous allons passer à la question de la bibliothèque des lettres, qu'on appelait à l'époque la bibliothèque, de toute façon. Quelles ont été vos impressions lorsque vous êtes entré à l'école face à cette bibliothèque? Je n'en sais rien, j'ai pas de souvenir particulier. Elle ne vous a pas frappé par son ampleur, par le libre accès? Non. Enfin, je ne sais pas quel sentiment j'ai éprouvé. Je me rappelle un petit détail, la visite des conscrits pour présenter la bibliothèque, dans laquelle le directeur de la bibliothèque, qui était... Roger Martin. Roger Martin, nous avait fait un petit speech dans la belle salle d'entrée. Et j'ai un souvenir, vous savez, c'est comme les enfants qui se rappellent un détail qui n'a aucune importance. Là, je me rappelle qu'il nous avait parlé du degré hygrométrique de l'atmosphère de la bibliothèque. Et il avait bien pris soin de bien prononcer hygrométrique pour qu'on n'entende pas hydrométrique. Et c'est là que j'ai appris ce mot. C'est-à-dire qu'il fallait que les livres soient dans une atmosphère pas trop humide et pas trop sèche non plus d'ailleurs. Bien sûr. Bon, donc il y a eu cette petite cérémonie, mais Roger Martin, qui était un homme tout à fait charmant et distingué, n'était pas un homme de communication. Là, il avait fait son boulot, la réunion d'accueil, mais sans ça, on le voyait jamais. Moi, j'ai jamais eu aucun rapport avec Martin. D'accord. Est-ce que la bibliothèque a été votre lieu naturel pendant votre scolarité, ou est-ce que vous travailliez plutôt dans votre turne en empruntant des ouvrages? Quels étaient vos usages de travail de la bibliothèque pendant votre scolarité? Je crois, j'ai relativement très peu travaillé à la bibliothèque, dans toute ma vie. Ah oui? Toute ma vie. Et c'est-à-dire que, effectivement, comme vous le disiez, puisqu'on peut emprunter des livres, quand j'en avais besoin, j'empruntais des livres et je travaillais dans ma turne, dans ma chambre et chez moi, après, hein, puisque je n'ai jamais quitté la maison, j'ai continué à être un habitué de la bibliothèque, mais... je ne sais pas, c'était pas pour moi, s'asseoir à la bibliothèque pour travailler 6 heures par jour, ça je ne l'ai jamais fait. D'accord. Est-ce que l'équipe de la bibliothèque était présente pour aider les élèves à se retrouver dans les méandres des côtes? Oui. Vous avez des bons souvenirs de l'accueil que vous avez reçu? Oui, on était... il y avait une très bonne atmosphère d'accueil. Il y avait du personnel pittoresque qu'on aimait bien. Vous pouvez vous souvenir de qui il y avait un monsieur qui était à l'entrée qui s'appelait Monsieur Dieu-la-foi, joli nom, et qui était
Alors il avait une blouse grise, c'était pas du tout un col blanc, c'était à la bibliothèque quelqu'un de niveau professionnel modeste, mais qui était une personne très importante, parce qu'il était tout le temps là, et alors il avait ses humeurs et on l'aimait bien. Mais il y en a eu d'autres dans le même genre, l'accueil de la bibliothèque. Et oui, j'ai toujours eu le sentiment que dans cette bibliothèque, si on avait besoin de soutien, d'aide, de guidage, on l'avait immédiatement. Vous avez donc vous êtes sorti de l'école et vous y êtes revenu en 1965 en tant qu'enseignant de grec. Oui. Comment ça s'est fait, ce recrutement? Oh, ben ça s'est fait à l'amiable, comme tout dans la maison. Quand j'ai fini mes études, j'ai fait mon service militaire, et quand j'ai eu, qui a duré 16 mois, et qui s'est terminé en plein milieu de l'année, et j'ai donc été nommé comme professeur dans un lycée à Chantilly, j'habitais pas loin là-bas, et j'ai terminé ma première année d'enseignement comme professeur de lycée a été une demi-année. Et pendant cette demi-année, j'ai été convoqué par Pierre Poutier, qui m'a dit, voilà, est-ce que tu veux revenir à l'école pour faire un enseignement de grammaire, des langues anciennes, parce que le fameux certificat de grammaire et philologie était redouté par les normaliens qui avaient besoin ou auraient eu intérêt à avoir un enseignement un peu renforcé pour passer ce certificat de licence. Il y avait aussi, au-delà, la préparation de la grecque de grammaire. Donc j'ai été recruté pour ça très vite, juste le temps de prendre un petit air de secondaire pendant 6 mois. Et donc, comme je vous dis, ça se passait à l'amiable. C'est Pierre Poutier qui, considérant que j'étais capable de le faire, moi j'en croyais rien, mais il m'a dit, oh, toi t'en fais pas. Vous aviez presque l'âge des élèves, en définitive. Mais oui. Comment est-ce que ça s'est passé, cette prise de parole? Oh, ben ça s'est passé tout simplement, parce que là, vraiment, je me sentais comme un élève. Enfin, disons, à égalité d'âge avec les élèves. Donc, tout le monde se tutoyait d'emblée, pas question. D'ailleurs, on tutoyait pratiquement tous les caïmans. Ça se faisait comme ça. Donc, mais là, c'était tout à fait naturel pour les élèves d'être tutoyés et de tutoyer. Où ça se complique, c'est quand on vieillit et que les élèves sont toujours aussi jeunes, mais que soit on est toujours de plus en plus vieux. Mais là, bon, ça c'est... Donc Vous avez aimé assurer cet enseignement? Oh oui. Oui, c'était passé dans un... Donc vous avez eu des charges d'enseignement de 1965 à 1999, en fait, au sein de l'école. 17, non. Peut-être que... Non, il me semble que... Peut-être que le supplément historique a une petite coquille. Oui. Non, ça doit être 97, parce que j'ai pris ma retraite à 60 ans, et je suis né en 37. Donc, je crois, enfin... Mais vous avez mis des chiffres ici. Ah oui, 99. Oui, donc là, oui, il y a une erreur. Vous avez aussi occupé un poste à responsabilité qui est... maître surveillant ou secrétaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous a raconté, maître surveillant. C'est dans le supplément historique. J'ai jamais entendu ce terme. Bon, justement, je voulais vous demander quel était ce flottement. Il y avait le poste que j'ai occupé pendant sûrement une bonne dizaine d'années, c'est secrétaire de l'école littéraire. Donc là, je débordais ma spécialité de caïman de grammaire ancienne. Et donc là, c'est là qu'intervient le rapport de l'école avec Althusser. Donc ce poste, qui est une espèce de sinécure, qui s'appelait secrétaire de l'école littéraire, était tenu par Louis Althusser. Jusqu'aussi longtemps qu'il a pu le tenir. Et quand, pour les raisons que vous savez, il n'a plus fait partie du personnel actif à l'école,
on m'a demandé si je voulais reprendre cette charge. Bon, j'ai dit oui. Bon, c'était d'ailleurs, c'était pas une charge très très lourde. Enfin, je ne sais pas si vous me le demandez. Oui, je vous parce le que, demande. Oui, parce je que vous remercie. le secrétaire de l'école littéraire était censé donc avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des élèves de la section des lettres. Donc des fichiers, tout ça. Et alors, il avait une charge bien spécifique, et peut-être pas d'autre, c'est de veiller, d'intervenir dans la scolarité, les scolarités à problème des élèves qui se trouvaient comparaître devant la commission des études. La commission des études était une instance représentative, il y avait des représentants des élèves, des caïmans, etc., qui légiféraient à propos de la scolarité des élèves qui, notamment très, très spécifiquement, qui ne voulaient pas passer l'agrégation. Donc il y avait la question des dispenses d'agrégation. Et ça, c'est la commission des études qui réglait le problème, et c'est le secrétaire de l'école littéraire, en l'occurrence moi, dans l'époque où j'assumais cette charge, qui instruisait les dossiers. Et ça concernait un certain nombre d'élèves? C'était pas beaucoup d'élèves. Il y avait des raisons diverses de demander une dispense d'agrég. Par exemple, se spécialiser dans un domaine où il n'y avait pas d'agrégation. Ou bien, quelquefois, des cas plus délicats. Voilà, donc... mais en dehors de ça, évidemment, le secrétaire de l'école littéraire avait sa place dans les conseils de direction. C'est-à-dire, là, pour le coup, c'était une charge un peu plus lourde, puisque deux fois par semaine, je participais au conseil de direction. Il y avait le grand conseil et le petit conseil, et j'étais des deux. Pouvez-vous nous dire quels étaient le périmètre et les responsabilités de chacun de ces conseils? C'était un conseil consultatif auquel s'adressait le directeur pour la gestion courante ou exceptionnelle, mais comme il y avait une réunion par semaine, c'était la gestion courante. Donc tel ou tel problème se posait, on en discutait au conseil, et le directeur dirigeait, et prenait des décisions. Donc il y avait des représentants aussi bien littéraires que scientifiques à ces conseils. Oui. Les directeurs de laboratoire, par exemple, scientifiques, on ne parlait pas de laboratoire pour les littéraires à l'époque, faisaient partie du conseil. C'est dans ce cadre-là, notamment, que vous avez été amené à être en relation avec M. Petit-Mangin, qui était membre de ces conseils. Effectivement, là, oui, bien sûr, lui aussi. Lui était des deux conseils, mais même un personnage important, tout discret qu'il était, c'est quelqu'un qu'on écoutait beaucoup. Vous pensez qu'il a assuré un peu un rôle d'éminence grise à l'intérieur de l'école? Oui. Vous êtes... Tous les directeurs successifs ont reconnu en lui une personnalité exceptionnelle, très attachée à l'école et capable de penser les problèmes généraux de l'école. Je pense que pour les directeurs, c'était un conseiller très, très utile et très écouté. Vous l'avez aussi fréquenté en tant que directeur de la bibliothèque. Quelle relation nouait-il avec le corps enseignant? Bon, d'abord une relation amicale, tout simplement. On se sentait... c'était quelqu'un que j'ai toujours senti comme étant à mon niveau. Je parle de Petit-Mangin. Martin, je ne l'ai pas connu beaucoup, mais avec Petit-Mangin, comme en plus il était aussi spécialiste de langue ancienne, on avait une affinité de discipline, et on sentait... Vous voyez bien qu'il faisait son travail de bibliothécaire, mais il n'apparaissait pas comme une espèce de personnalité au-dessus. On le sentait à égalité. Et alors, et lui souhaitait beaucoup avoir des relations avec nous, en particulier pour nous mettre à contribution comme conseiller pour les achats de la bibliothèque.
Alors, nous le faisions plus ou moins régulièrement, mais il souhaitait beaucoup de notre assistance. Vous le faisiez volontiers dans votre discipline? Bien sûr, bien sûr. Mais il n'y avait pas énormément à faire en langues anciennes parce que lui était déjà dedans. Donc, et bon, même s'il était latiniste, il était tout à fait compétent pour faire les bons achats en grec. Bien sûr. Et vous l'avez aussi fréquenté dans le cadre du Centre d'études anciennes, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand ce qu'enseignant centre et a été fondé, il en faisait partie de plein droit. Enfin, il en faisait partie. C'était pas une institution réglée par un code, c'était des relations comme ça. Mais il allait de soi que Petit Mangin, latiniste, faisait partie du CEA. Et il se présente toujours beaucoup plus volontiers comme bibliothécaire et beaucoup moins comme enseignant, alors qu'il a assumé un séminaire pendant un certain nombre d'années. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de son enseignement, des échos que vous avez pu en avoir? Je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que, malheureusement, je ne l'ai pas suivi, sauf pour des séances exceptionnelles, ce qui m'ont permis d'apprécier ses qualités d'enseignant. Mais j'ai pas suivi son séminaire de paléographie latine, puisque c'était ça son domaine, et j'aurais évidemment appris beaucoup de choses, mais je ne l'ai pas fait. Simplement, quand j'ai eu l'occasion d'assister à un cours ou une conférence de Petit Mangin, j'ai toujours énormément apprécié son aisance pédagogique, sa finesse, son humour. Donc c'est vraiment quelqu'un que je ne peux comparer à personne d'autre, alliant à la fois la science très grande et l'humour, la légèreté au bon sens du terme. Avez-vous participé au voyage paléographique ou Non, ça s'est pas fait. C'est dommage. Mais bon, voilà, c'est trop tard. Au séjour d'intégration à Foljuif? Alors j'en ai fait un ou deux à Foljuif. Ça, je ne sais pas si ça a duré longtemps, ces séjours d'intégration. Ça existe encore actuellement, non? D'après ce que vous savez? Non. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. J'ai dû y aller une ou deux fois, mais pas plus. Parce que je crois que M. Petit Mangin s'y joignait également. Oh, probablement. Vous avez connu un certain nombre de directeurs et de membres de l'équipe de direction. Est-ce que vous avez envie de nous parler de certains en particulier qui vous auraient plus marqué? Oui, j'ai vu passer pas mal de directeurs. Ça a commencé avec Hippolyte quand j'étais élève et ça s'est terminé avec Étienne Guyon quand j'ai pris ma retraite. Donc, tous les directeurs intermédiaires, je les ai connus. Évidemment, je ne les ai pas tous approchés de la même façon, puisque, comme on vient de le dire, c'est dans les conseils que je rencontrais chaque semaine, 2 fois à la semaine, le directeur. Ça crée des liens. Alors, tant que je n'étais pas dans cette instance, le directeur était quelqu'un de plus lointain. Bien sûr. Et donc, si j'ai été marqué par la personnalité de tel ou tel directeur, ce sera plutôt le directeur de la période où j'étais secrétaire de l'école littéraire. Mais, chacun avait sa personnalité. Je dois dire que, pour répondre par un nom et un seul, je citerai Georges Poitou. Georges Poitou, avec qui je n'avais aucune affinité disciplinaire, puisqu'il était mathématicien. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui m'a permis de voir ce qu'était la tâche de directeur et l'exercice des responsabilités de directeur. Tous l'ont fait, bien entendu, à leur façon. Mais lui, j'ai trouvé que c'était un homme de décision. Un homme de décision, et diriger, c'est décider. Et décision allant jusqu'à éventuellement l'impopularité. Et c'est l'image que je garde de Poitou.
avoir le courage de l'impopularité. Exemple, le lieu où nous sommes ici était un appartement de sous-intendant. Rez-de-chaussée, rue d'Ulm, 5e arrondissement, les sous-intendants se refilaient, enfin quand ils partaient en retraite, c'était des appartements ici. D'accord. Et vous savez peut-être que l'intendance, c'est une puissance. Les gens qui gèrent la caisse, qui gèrent le matériel, sont des gens très puissants. Bien sûr. Et quelquefois, les directeurs, disons, étaient chapeau bas devant l'intendant ou l'ensemble du service d'intendance. Eh bien, Poitou ne l'a pas pris comme ça. Poitou a dit, ces lieux ne sont pas des lieux qu'il faut garder en logement de fonction pour les sous-intendants. Ce sont des lieux qui doivent devenir des lieux pédagogiques. Et c'est comme ça que le CEA a été installé ici. Bon, voilà, Poitou, oui, voilà, j'ai beaucoup d'admiration, de respect pour Poitou. Quels sont les événements marquants dans l'histoire de l'école dont vous pourriez nous parler 71 La fusion, bien sûr. La fusion, bien sûr. Qui nous a pas mal occupés parce que j'étais à ce moment-là, justement, dans les conseils et donc associé à toutes les tergiversations sur la fusion. Bon, ça a fait perdre un peu de temps, quoi, pas mal de réunions. Mais je n'ai pas joué un rôle important dans la fusion elle-même. Il y avait des directeurs qui étaient des gens de décision. Alors là, un autre, c'est Madame Serre, Josiane Serre, qui n'a pas été directrice ici, mais directrice. Elle a été directrice adjointe, oui, je crois. Oui. Je crois qu'elle a assuré l'intérim, en fait. Oui, elle a assuré un intérim, c'est ça. Et c'était une personne qui était énergique et qui nous avait appris qu'elle était chimiste. Et elle nous avait appris que la fusion était un processus instantané. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire durer les réunions indéfiniment, mais que la fusion, comme chimiste, elle pouvait nous assurer que c'était instantané. Et est-ce que ça a été un processus, du coup, un peu compliqué ? Comment il a fallu fusionner 2 équipes pédagogiques, oui. Il a fallu accueillir plus de public. On les a additionnées, les équipes pédagogiques. Ça s'est passé, à ma connaissance, ça s'est passé sans heurts. Il y a peut-être eu des petits ajustements à faire, mais je n'ai pas gardé le souvenir de conflits. Et est-ce que vous avez pensé, vous, que c'était une bonne chose, cette fusion ? Oh ben oui, oui. Enfin, moi, ça m'a permis de partager le travail avec ma collègue. J'avais une collègue qui s'appelait Madame Vérel, qui était latiniste et qui faisait à Jourdan ce que je faisais ici, c'est-à-dire des cours de linguistique. Elle faisait des cours de linguistique latine, et moi, dans la première partie de mon service ici, je faisais linguistique ancienne, latine et grecque. Et moi, je souhaitais surtout travailler sur le grec, enseigner le grec, et donc me débarrasser du latin. Et donc la fusion m'a permis de refiler le latin à Madame Vérel. Mais j'avais déjà anticipé avant, parce que donc on pouvait d'une école à l'autre vous demander s'il y avait des contacts. Oui, il y en avait, ça je ne l'ai pas dit, mais il est vrai qu'avec Madame Vérel, latiniste, moi, helléniste, on s'était arrangé pour faire les cours d'agrègue, chacun les cours d'agrègue correspondant à sa spécialité. Et vous avez vécu aussi la départementalisation de l'école littéraire ? Oui, enfin, j'ai vu la départementalisation en gestation, qui à elle, moi, mon sentiment, c'est que ça s'est fait à une époque où j'étais vraiment en fin de carrière. J'en garde le souvenir d'une période d'une certaine confusion, de malentendus entre l'administration, la haute administration, pas forcément seulement de l'école, mais peut-être aussi du ministère ou du rectorat, je ne sais pas. Enfin, il y avait des gens quelque part qui pensaient qu'il fallait qu'un établissement comme le nôtre soit départementalisé. En général, c'était reçu avec beaucoup de ricanements
dans le personnel enseignant de l'époque, donc les Caïmans, qui trouvaient que l'école, depuis qu'ils la connaissaient, comme élève puis comme enseignant, fonctionnait très bien comme ça, et que ce n'était pas la peine de créer des structures administratives du type de la départementalisation. Et donc, elle s'est faite un peu dans la douleur, je crois, la départementalisation. Bon, ça ne m'a pas beaucoup affecté, mais c'était, disons, un peu pénible. Vous pensez que c'est une décision politique pour que l'école ressemble davantage à une université ou Je crois. que les départements devenaient un peu des UFR? Oui. Je crois qu'il y avait ça. Et peut-être il y avait une certaine pression des directeurs scientifiques qui avaient l'habitude d'avoir affaire pour l'école scientifique à des labos. Et il n'y avait pas l'équivalent dans l'école littéraire. L'école littéraire, c'était une espèce d'ectoplasme qui fonctionnait, mais avec des structures extrêmement légères, voire inexistantes. Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre parcours de chercheur à côté de votre parcours? Oui, bien sûr que je peux vous dire quelque chose. J'ai envie de partir de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que je ne suis pas un héritier. C'est-à-dire que j'avais aucun appui, background, pour faire autre chose que d'être un bon élève. Donc, aller jusqu'à l'agrégation et l'obtenir, ça faisait partie de ce que l'école républicaine m'avait donné, hein, et que mes parents n'avaient pas la possibilité de me donner. Mais la recherche, c'est autre chose. La recherche, c'est une démarche personnelle, créative, et qui, elle, suppose, ou en tout cas se déroule mieux si on a un héritage culturel. Et cet héritage culturel, je ne l'avais pas. Et donc, lorsque, petit normalien, ayant fini ses études ici, on m'a expliqué qu'il fallait faire de la recherche, ça me prenait vraiment à contre-pied. Et j'ai perdu énormément de temps. J'ai perdu énormément de temps en début de carrière, donc après l'agrég, pour trouver ma voie. Et j'ai passé une dizaine d'années du début de ma carrière dans une orientation que je n'avais pas véritablement choisie, qui m'avait été suggérée et que j'avais acceptée par discipline, ou une discipline, le mot n'est pas bon, je cherche un mot qui ne me vient pas. Il se trouve que j'étais en contact depuis la classe de terminale avec Pierre Bourdieu, que j'ai eu comme professeur en terminale, et j'en ai été marqué pour la vie. Et j'étais resté en relation avec lui. Donc, une fois que j'ai fait mes études ici, et j'étais donc dans l'incertitude sur la recherche que je pourrais faire. Ça ne me disait rien du tout. Et Bourdieu m'a dit, mais vous devriez prendre contact avec Jean Bollack. Alors, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Jean Bollack, qui était son collègue à Lille, Jean Bollack, helléniste, qui, aux yeux de Bourdieu, était un homme tout à fait exceptionnel. Et en un sens, c'est tout à fait vrai. Il m'a dit, voilà, c'est quelqu'un qui va... Il avait vu en Bollack quelqu'un qui avait une énergie de chercheur et qui était capable de mobiliser le dynamisme d'un jeune homme que j'étais en direction de la recherche. Et comme j'étais très, très docile et que j'avais une admiration sans borne pour Bourdieu, c'était parole d'évangile, ce que m'a dit Bourdieu. Donc j'ai pris contact avec Jean Bollack, avec qui j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Mais j'étais en tutelle.
J'étais en tutelle parce que je n'ai pas mordu véritablement profondément sur la recherche à la manière de Molac. Et j'ai fini par prendre mes distances et cesser de travailler, parce que c'était du travail réel, on avait des séminaires avec Molac, donc j'ai beaucoup travaillé quantitativement avec Molac, mais les livres que vous voyez là n'ont pratiquement rien à voir avec ce moment qui a été important pour ma formation personnelle, mais pas pour une démarche de recherche. Et c'est après seulement que, dans des conditions qui sont un peu pas du tout rationnelles, j'ai trouvé ma voie. Et où j'ai passé, disons, une vingtaine d'années de recherche très spécialisée. Et c'est les travaux qui sont là, c'est pas celui-ci, mais sont les résultats de ma recherche donc, sur l'histoire de la grammaire dans l'Antiquité grecque. Et ça, personne ne m'a dicté cette orientation. Elle s'est dessinée au hasard des lectures, et je suis devenu un spécialiste de ce domaine. Et vous avez trouvé beaucoup de bonheur dans ces recherches? Disons, le bonheur, c'est un grand mot quand même. Ce sont des choses austères que j'ai pratiquées avec goût, avec conviction, parce que, encore une fois, c'était ma vraie orientation. Mais enfin, c'est pas le paradis, c'est du travail. Que pouvez-vous nous dire de l'évolution de la bibliothèque des lettres? Ben, elle a grandi. Elle a grandi, je sais pas, elle a doublé de surface. Il y a sûrement des chiffres. Hein, donc, oui, elle continue à remplir le rôle d'une grande bibliothèque universitaire. Je ne sais pas si elle a beaucoup changé, enfin s'il n'y a pas eu de grand changement de structure, à mes yeux. Quels sont pour vous ces points forts et des points moins forts, si vous en percevez? Ces points forts, c'est évidemment l'accès libre, le contact physique avec le savoir. Est-ce que ça a influencé votre parcours de recherche? Est-ce que ça l'a facilité? Facilité, oui. Facilité, oui. Surtout qu'il y a eu une période où chaque caïman possédait une clé de la bibliothèque. On pouvait entrer dans la bibliothèque le dimanche tout seul, là, comme ça. Alors, je ne dis pas que je le faisais beaucoup, mais c'était un signe, un symbole. La clé de la bibliothèque dans la poche du caïman. Ah oui, ça c'est une confiance énorme. Oui. C'est l'esprit familial ou de confrérie de l'école qui pouvait permettre ça. Oui. Et je ne sais pas quand ça a cessé, parce que peut-être à l'occasion des travaux, lorsqu'il y a eu des travaux, enfin, je pense avoir eu la clé de la bibliothèque pendant une dizaine d'années environ. D'accord. Je dis ça comme ça. Et ça donne effectivement un climat. Oui. Confier la clé de la vie. Oui, on se sentait chez soi, de toute façon. On se sentait chez soi dans cette bibliothèque. Vous ne pouvez pas la comparer à une autre que vous avez pu fréquenter? Je n'ai pas beaucoup fréquenté. Oui, je vous disais que j'étais pas... Vous n'êtes pas un rat de bibliothèque. Non. Bon, il m'est arrivé d'aller pour consulter à la Bibliothèque nationale, mais c'était pour un objet très précis. Bien sûr. C'est pas comparable. Vous y faisiez des recherches ponctuelles, que vous déplaciez pour des recherches ponctuelles. Et vous travailliez chez vous. Oui. Non, je suis allé à la Bibliothèque nationale essentiellement pour regarder les manuscrits. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur M. Petit-Mangin, plus spécifiquement? Sur les relations que vous avez entretenues? Est-ce que c'était des relations amicales, de proximité? Oui, en fait, je suis même presque étonné d'avoir passé tant de temps à parler de moi.
enfin de mon rapport à l'école, et pas avec Petit Mangin, alors que c'est lui qui était la cause première de ces entretiens. Petit Mangin, je peux dire que j'ai toujours eu des rapports très amicaux avec lui, pas d'une amitié très intime, mais je me sentais parfaitement à l'aise avec lui. J'appréciais sa compétence, son sérieux dans son travail de bibliothécaire, et aussi son acuité visuelle enfin métaphorique, quand il s'agissait de l'école, penser l'école. On en parlait tout à l'heure à propos des conseils de direction. Je pense que l'école qui n'aurait été dirigée que par l'école littéraire, disons, qui n'aurait été dirigée que par les directeurs, n'aurait pas été aussi bien dirigée que par les directeurs et Petit Mangin, qui analysait très bien les problèmes et conduisait bien sa barque, et qui était notre barque. Bien sûr. Il avait de grands talents de diplomatie et... Je ne l'ai pas vu dans des grandes négociations diplomatiques. C'était par petites touches, parce que c'est quelqu'un de modeste. Il ne faisait pas des déclarations fracassantes, mais s'il y avait une question en débat, il prenait la parole pour mettre le doigt où ça faisait mal éventuellement. Et c'était un homme vraiment qui à la fois était capable, je pense, de faire un très gros travail personnel, et qui était très, très à l'aise dans le travail collectif. Lorsque nous nous sommes rencontrés, vous nous avez parlé aussi de sa générosité. Oui, j'avais pris certainement l'exemple de ce qu'il a fait pour un ancien auditeur coréen, qui était enfin un homme à peu près de notre âge, l'âge de Petit Mangin et moi, peut-être un petit peu plus âgé, et qui a fait toute sa carrière, qui a vécu des choses très dures en Corée, et qui s'est retrouvé en Europe, et plus précisément à Paris, et plus précisément à l'école, où il a été, disons, pensionnaire étranger pendant un temps, et qui était extrêmement attaché à l'école et à sa bibliothèque, et qui s'est trouvé dans une situation économique très, très difficile, vivant presque de rien du tout, comme une espèce d'ascète bouddhiste. Mais il fallait bien quand même qu'il ait un minimum de revenus pour survivre, et c'est là que Pierre Petit Mangin l'a beaucoup aidé, en lui payant des vacations. Il lui faisait faire des petits travaux de codage des livres. Heureusement que Petit Mangin était là pour ce garçon, je ne sais pas ce qu'il serait devenu. Et c'est une affaire qui a duré longtemps, et jusqu'à la mort de cet ami coréen. Et là, Pierre Petit Mangin avait réussi à fédérer les efforts de 3 ou 4 personnes qui connaissaient depuis très longtemps ce Coréen. Et donc, on peut dire que dans les dernières années de la vie, en particulier quand il s'est retrouvé à l'hôpital, ce Coréen était entouré de la sollicitude et l'amitié de Pierre Petit Mangin, de moi et d'un autre collègue. Mais c'est Pierre qui était au centre du dispositif, et qui faisait que cet homme en détresse était pris en charge. Pour terminer l'entretien, nous allons vous poser quelques petites questions qui seront les mêmes pour chacun, en fait. Je
genre de petit questionnaire de Proust. Un mot pour définir vos années d'études. Ah oui, alors là j'ai préparé ça parce que je me suis dit, je vais rien trouver. Oui, c'est difficile à improviser. Alors du coup je l'ai préparé. C'est parfait. Bon. Mes années d'études. Eh ben là, j'ai écrit sérénité. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai écrit. Ça veut dire que je me sentais à l'aise. Et bon, sérénité, ça dit bien ce que ça veut dire. Tout à fait, c'est très grec. Un mot pour définir Pierre Petit-Mangin. Bon, il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné fidèle. Un mot reflétant votre expérience de la bibliothèque des lettres. Un trésor. Votre lieu préféré dans votre école. Le jardin. La cour aux Ernest. Oui, bien sûr. Votre moment préféré dans votre parcours. J'ai beaucoup hésité. Mais je crois que c'est l'année de conscrit, la première année. Si vous deviez poser une seule question à Pierre Petit-Mangin, laquelle serait-ce? Oh, peut-être, est-ce que tu as trouvé chez les Caïmans ce que tu attendais d'eux? Très bien. Monsieur Lalo, nous vous remercions. C'est fini? Oui. Bon.